Un homme incarne particulièrement cette volonté d'une assimilation des colonisés à la République. C'est le sous-secrétaire d'État aux colonies, Blaise Diagne, premier Africain à intégrer un gouvernement français que l'on voit sur ses photographies inaugurer avec fierté son poste dans les allées de l'exposition. Les chefs indigènes de l'Afrique occidentale française, venus à Paris à l'occasion de l'exposition coloniale, sont reçus à l'Élysée par le président de la République. Les grands chefs noirs sont présentés à M. Paul Doumer par M. Diagne, sous-secrétaire d'État aux colonies. Cet espoir d'égalité entre Français et indigènes prend sa source au pays natal de Blaise Diagne, le Sénégal, la plus ancienne colonie africaine de la France, où elle était installée depuis des siècles dans quelques comptoirs côtiers. Une antériorité qui avait permis aux 4 communes sénégalaises de Saint-Louis, Rufisque, Gorée et Dakar d'obtenir le droit de vote pour une minorité indigène et le droit de désigner un député à l'Assemblée nationale. Adopté par une riche famille métisse installée à Gorée, Blaise Diagne avait créé la surprise en 1914, parvenant à être élu député malgré l'hostilité d'une partie des colons du Sénégal, en raison de sa couleur de peau. Il obtiendra en 1917 que la citoyenneté française soit étendue à tous les habitants des 4 communes et à leurs descendants, quelle que soit leur origine. Ce combat pour l'égalité a fait de Blaise Diagne le héros d'un Sénégal qui rêve d'assimilation à la France pour l'ensemble de ses habitants. Mais la réalité coloniale va vite rattraper Blaise Diagne, qui va voir son combat parsemé d'embûches douloureuses. Lorsque la France est mise en accusation en 1930 par les Britanniques devant le Bureau international du travail pour sa pratique du travail forcé, le gouvernement pense habile d'envoyer le député africain défendre sa position à Genève. Blaise Diagne marche sur un fil ténu et doit défendre l'étonnante thèse de la France. Oui, il faut supprimer le travail forcé dans le monde, mais non, la France ne pratique pas de travail forcé en Afrique. Elle ne fait qu'imposer des corvées qu'il faut considérer comme des impôts. Pourtant, plus de 3 millions d'hommes en Afrique occidentale française sont chaque année soumis à ces prestations en nature et doivent chacun 10 journées gratuites d'un travail harassant. Mais Diagne, qui le sait pertinemment, est piégé par le gouvernement et il doit annoncer à la SDN que la France ne ratifiera pas cette nouvelle convention sur le travail forcé. Une position qui lui sera longtemps reprochée. Ce que veut à tout prix éviter le gouvernement, c'est d'avoir à payer ceux à qui elle fait construire ses routes, ses ponts et ses voies de chemin de fer partout dans l'Empire. Cela déséquilibrerait tout le système économique colonial. Surtout, la France n'aurait pas les moyens de financer ses dépenses alors que le pays fait face à des difficultés sociales sans précédent, frappé de plein fouet par la terrible crise économique qui s'est déclenchée à New York en 1929 et qui s'abat sur l'Europe dans les années 30. Partout en métropole, le chômage a fauché des millions de Français, obligés de se presser dans les soupes populaires. Longtemps, les gouvernants du pays avaient cru que la France serait protégée d'une crise économique par son empire colonial avec qui elle commerce en priorité. Non seulement l'Empire ne protégera pas la France, mais bientôt ce sont les habitants des colonies qui sont victimes à leur tour de la récession mondiale, déstabilisant un peu plus des sociétés coloniales déjà fragiles. Le dernier combat de Blaise Diagne, qui est alors député-maire de Dakar,
sera de se démener pour les producteurs du Sénégal, dont les arachides ont perdu 60% de leur valeur, à l'image de toutes les matières premières produites dans les colonies. En raison d'une chute de la demande en France comme dans le monde entier, le prix du blé et du vin algérien est divisé par 3. Les prix du riz et du caoutchouc indo-chinois sont divisés par 5. Quant à l'Afrique occidentale, non seulement les arachides sont frappés, mais aussi le cacao de Côte d'Ivoire. Et comme un funeste signe du destin, c'est en essayant de sauver ses administrés que Blaise Diagne, exténué, est pris de malaise en 1934. Rapatrié en urgence en France, il s'éteint quelques semaines plus tard. Avec la mort de Blaise Diagne, l'espoir de l'assimilation des indigènes s'éloigne à nouveau. L'armée française progresse maintenant au nord du Dahomey. Mais la résistance va être d'une toute autre ampleur lorsque les officiers coloniaux vont affronter Samori Touré, chef guerrier mandingue régnant sur plus de 400 000 km². Un vaste empire nomade, unifié par l'islam, qui s'étendait de la Guinée actuelle à la Côte d'Ivoire et jusqu'au Burkina Faso. Pendant 15 ans, Samori Touré va se battre contre les Français. Mais malgré ses 30 000 hommes, Samori résistera difficilement à la puissance de feu française. Obligé de se replier, il est capturé en 1898. On le voit sur cette photographie écouter la sentence qui le condamne à l'exil sur une île du Gabon, où les conditions de détention seront telles qu'il mourra rapidement d'une pneumonie. Le premier adversaire à se lever sur le chemin des Français est le roi Béhanzin du Dahomey, futur État du Bénin. Béhanzin, présenté dans la presse parisienne comme un roitelet sanguinaire et esclavagiste, a surtout osé refuser le protectorat qu'on lui proposait. À plusieurs reprises, le roi du Dahomey interpelle le président de la République. Dieu a créé le noir et le blanc, chacun pour habiter la terre qui lui a été désignée. Le blanc s'occupe de commerce et le noir accepte de faire le commerce avec le blanc. Mais les rois du Dahomey n'ont jamais donné leur territoire. Ils ne le peuvent pas, c'est impossible. Et jamais nous ne céderons. De violents combats opposent les Français aux Amazones de Béhanzin. 5000 combattantes particulièrement entraînées, mais qui seront écrasées par les troupes coloniales. Béhanzin, comme l'Algérien Abdelkader avant lui, sera exilé loin de son Afrique natale, sur l'île de la Martinique.